Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir la partie concernant les indicateurs financiers. On va voir ce que c'est un indicateur financier et on va voir comment on va les utiliser par la suite pour déterminer la tendance, pour déterminer nos entrées, etc. Alors, aujourd'hui on va voir la première partie. Il y aura plusieurs parties sur les indicateurs financiers. Et du coup, il faut savoir qu'est-ce que c'est que un indicateur. Donc, les indicateurs techniques effectuent des calculs sur les cours et les volumes d'une action ou d'un indice. Comme pour les moyennes mobiles, le calcul est effectué pour chaque point de la courbe des cours et le résultat est représenté graphiquement sur une autre courbe disposée sous la courbe des cours. Ok? Donc, c'est des fonctions mathématiques qui vont venir calculer certains indicateurs. Donc, par exemple, la moyenne, par exemple, ce qu'on va voir par la suite, le MACD, le RSI, etc. Et par la suite, on va venir tracer le résultat de ces fonctions mathématiques. Donc, on a plusieurs types d'indicateurs. On a les indicateurs de tendance, on a les oscillateurs, les indicateurs basés sur le volume, les indicateurs statistiques et les indicateurs de comparaison avec un autre indice. On va voir certains types d'indicateurs, on va pas voir toute la totalité des indicateurs. Il faut savoir que les indicateurs financiers, il y en a des milliers ou des centaines et on peut même développer nos propres indicateurs. En se basant sur quelques fonctions mathématiques, on peut développer nos propres indicateurs parce que comme on a dit, c'est quoi un indicateur? C'est juste une fonction mathématique qui va venir prendre le prix d'un indice ou d'une action à chaque point et la fonction va faire certains calculs et elle va nous donner un résultat. Donc un indicateur, en fait, c'est la courbe de ce résultat, c'est la courbe de cette fonction mathématique. Donc en gros, les indicateurs sur notre courbe, ils ressemblent à ça. Donc c'est des courbes aussi qu'on va venir tracer juste au-dessus de notre graphe du marché ou en dessous ou superposé sur le graphe. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça. Alors pourquoi ici j'ai mis yes and no ou plutôt oui et non? Parce que le but c'est d'avoir quelque chose de simple et quelque chose de visible et qui est lisible et non pas d'avoir une centaine d'indicateurs sur notre courbe. Parce qu'on va voir par la suite, les indicateurs, en fait, oui, ils peuvent nous aider. Sauf que parfois, si on peut avoir 2 ou 3 indicateurs qui nous donnent pas le même résultat. Par exemple, il y a un indicateur, l'indicateur numéro 1, il va me dire, ok, le prix, il va augmenter. Par contre, l'indicateur numéro 2 et 3, il va me dire que le prix, il va baisser. C'est ce qu'on appelle une divergence entre les indicateurs. Donc, cette divergence entre les indicateurs, ça va me causer un problème, ça va me causer un souci. Parce que je ne vais pas savoir si vraiment le prix il va augmenter en se basant sur l'indicateur 1 ou le prix il va baisser en se basant sur l'indicateur 2 et 3. D'accord? Donc, on cherche pas à avoir une dizaine ou une centaine d'indicateurs, mais on cherche juste à avoir 2 ou 3 indicateurs qui vont me donner exactement où est-ce qu'il y a potentiel que le prix augmente ou baisse. Par exemple, ici, on voit bien que les 2 indicateurs qu'on a ici, ils nous donnent un indice que le prix il va baisser. D'accord? Donc, les deux, ils sont en accord. Ici, le prix, au même niveau, donc même heure, le prix et même date, le prix a baissé. Après, on a les 2 indicateurs qui sont là, ils nous ont donné un indice que le prix il va augmenter. Donc, quand je disais ici, on a les 2 indicateurs qui nous donnent la hausse, le prix il a augmenté. Par contre, ici, on n'a qu'un seul indicateur qui va nous donner la hausse. Le deuxième, il ne nous donne pas vraiment la hausse, donc c'est ce qui est indiqué ici en flèche verte sur les indicateurs. Et même s'il n'y a qu'un seul indicateur qui nous a donné la hausse, le prix il a augmenté aussi. Donc on va voir tout ça par la suite. Il faut juste comprendre que le but c'est pas d'avoir un truc comme ça
où on n'arrive plus à voir notre graphe de prix. Il faut avoir un truc simple et clair. Donc, le premier indicateur qu'on va voir, c'est les moyennes mobiles. En fait, c'est un indicateur de tendance. Donc, si le tracé des tendances est généralement assez facile à effectuer, il existe des cas où celui-ci n'est pas possible. Soit parce que l'action n'a pas de tendance réelle, soit parce que le maxima ou le minima ne sont pas suffisamment alignés. Comme si vous vous souvenez bien, on a vu les lignes de tendance, ou ce qu'on appelle le trend line. Donc le trend line, ou les lignes de tendance, ou les résistances obliques, supports obliques, ils vont nous permettre de tracer la tendance et d'avoir une idée sur la tendance. Et en fait, il y a des situations où la tendance, elle n'est pas suffisamment claire. Elle n'est pas visible et lisible à l'œil nu. Donc, il faut vraiment analyser suffisamment de temps pour avoir la tendance et déterminer les lignes de tendance. Et parfois, on a une courbe où les lignes de tendance, ils sont pas respectées. Donc, on n'a pas des vraies lignes de tendance. Peut-être on va les toucher. Donc, quand je dis les lignes de tendance, je parle de ce qu'on a vu ici. Donc, c'est ça. Je parle de ce qu'on a vu ici. Donc, des fois, on a des lignes de tendance qu'on va toucher une fois, deux fois, mais pas les autres fois. Donc, on va les toucher que deux fois. Et après, on va créer une autre ligne de tendance, etc. Donc, dans ce cas, ce qu'on utilise, on utilise les moyennes mobiles. Pourquoi les moyennes mobiles? Et en fait, les moyennes mobiles, c'est des lignes de tendance qui suivent la courbe. Donc, par exemple, ici, on a une moyenne mobile qui va venir suivre la courbe. On va expliquer par la suite pourquoi elle suit la courbe. D'accord? Donc, une moyenne mobile, ou ce qu'on appelle MMA, linéaire ou arithmétique, est une courbe calculée à partir des moyennes des cours de l'action sur une période donnée. Généralement 20, 50, 100 ou 200. Et chaque point d'une moyenne mobile sur 100 points, par exemple MM100, représente la moyenne des 100 derniers cours de l'action. Ça veut dire, on va venir prendre les 100 points, les 100 prix de l'action, les derniers prix de l'action, et on va venir calculer la moyenne de ces 100 derniers prix, et ça va nous donner le résultat. Par exemple, ici, on a une moyenne sur 4 points. D'accord? Comment on sait que c'est une moyenne sur 4 points? Eh bien, ici, on a le point 1, 2, 3, 4, même 5. Donc, c'est une moyenne sur 5 points. 5. Et en fait, en calculant la moyenne de ces 5 points, ça va nous donner le point qui est là, sur la moyenne mobile. D'accord? Alors, c'est simple. Il faut juste prendre, quand on parle d'une moyenne mobile 20, c'est les 20 derniers points de la courbe de prix, donc de notre graphe. On va venir prendre ces 20 derniers points et on va calculer leur moyenne. Et quand je dis les 20 derniers points, ça dépend de l'échelle. Donc, si je prends une échelle d'une heure, je vais calculer la moyenne des 20 dernières heures. Si je prends une échelle de un jour, donc daily, je vais calculer la moyenne de 20 derniers jours, etc. Et donc, une moyenne 20, c'est la moyenne des 20 derniers points. Une moyenne 50, c'est la moyenne des 50 derniers points. Une moyenne 100, pareil. Et une moyenne 200, pareil. Alors, il faut comprendre que une moyenne, du coup, on a dit que c'est une ligne de tendance. Et par la suite, elle va jouer le rôle d'un support et d'une résistance. Comme les lignes de tendance, comme les vraies lignes de tendance, les vraies trend lines, une moyenne, ça va jouer le rôle d'un support et d'une résistance. Donc, une moyenne qui est en dessous de la courbe, elle joue le rôle d'un support, et une moyenne qui est au-dessus de la courbe, elle joue le rôle d'une résistance. Et du coup, ça nous donne aussi une tendance haussière et une tendance baissière. Là, on voit bien que la moyenne mobile ici, arithmétique, donc la moyenne mobile arithmétique, elle joue le rôle d'un support. On voit bien qu'à ce point-là, on a touché la moyenne mobile et on a rejeté. À ce point-là, on a touché la moyenne mobile, on a rejeté. Et aussi, à ce point-là, on a touché la moyenne mobile et on a rejeté. Donc, c'est ça une moyenne mobile. C'est une courbe
qui va venir calculer la moyenne de notre graphe sur une période donnée. Et dans ce cas, c'est une moyenne 40. Donc, c'est une moyenne 40. On va venir calculer la moyenne des 40 derniers points. Alors, il y a plusieurs moyennes. Et personne ne va vous dire que une moyenne, elle est meilleure qu'une autre. En fait, ça va dépendre de votre stratégie de trading. Ça va dépendre vraiment de votre style de trading. Et ça va dépendre de plusieurs facteurs, d'autres facteurs. Donc, il y a la moyenne exponentielle, ce qu'on appelle EMA. En fait, les moyennes mobiles exponentielles attachent de l'importance aux données des cours les plus récents. Donc, en gros, une moyenne exponentielle, c'est à peu près comme une moyenne mobile arithmétique, sauf que on s'intéresse plus aux données plus récentes, donc on donne plus d'importance aux données les plus récentes. Parce que en fait, si on regarde la formule, il y a un facteur qui va venir augmenter l'importance, donc c'est un multiplicateur qui va venir augmenter l'importance des données les plus récentes. Donc, si on prend ici une moyenne sur 40 périodes, sur 40 points, on va donner plus d'importance aux 10 derniers points que aux 30 premiers points. Donc, au fur et à mesure qu'on s'approche de notre point où on va venir calculer notre moyenne, donc par exemple ici, on va venir calculer notre moyenne ici, au fur et à mesure qu'on arrive par la gauche, on s'approche, on va donner plus d'importance au prix qu'on a ici. Donc là, par exemple, on va multiplier par un facteur 0,5, là un facteur 0,55, 0,60, et on arrive, on va donner par exemple un facteur 1 ici. Et ici, on va avoir par exemple un facteur 0,1, etc. Donc, au fur et à mesure qu'on s'approche de notre but, de notre point de calcul, on augmente l'importance de la valeur qu'on avait juste avant. D'accord? Donc, c'est ça une moyenne exponentielle. Et on va voir par la suite, en fait, une moyenne exponentielle, elle est rapide. Elle suit beaucoup la tendance par rapport à une moyenne mobile arithmétique. Et du coup, certaines fois, elle est intéressante parce qu'elle va nous donner une tendance rapide. Donc, s'il y a un changement rapide ou quelque chose comme ça, on va le savoir avant de le savoir avec la moyenne mobile arithmétique. Par contre, parfois, on peut avoir des fausses cassures sur une moyenne mobile exponentielle juste parce que elle est rapide. Et du coup, ça va nous dire, par exemple, s'il y a une cassure vers le bas, peut-être on va dire, il faut vendre. Sauf que c'est pas le cas parce que c'est juste une fausse cassure parce que la moyenne mobile exponentielle, elle est rapide. Et il y a la moyenne mobile pondérée, ce qu'on appelle WMA aussi. Et c'est à peu près pareil que les autres moyennes. Il y a juste une formule qui change. Et en fait, elle met en valeur les données des cours les plus récents. C'est à peu près comme la moyenne exponentielle. Mais en fait, la différence de la moyenne exponentielle, c'est qu'on ajoute un coefficient de pondération qui sera décroissant au cours du cours le plus récent au plus ancien. Donc, en fait, ici, on va venir juste multiplier directement. Et là, le facteur, il décroît au fur et à mesure. Alors, tout ça, c'est bien. Donc, c'est de la théorie. Mais il faut comprendre comment on va utiliser ces moyennes mobiles. C'est ça le but. C'est bien de s'intéresser à la théorie, mais il faut comprendre qu'on va les utiliser pour prendre nos décisions et pour prendre nos positions et nos bénéfices. Donc là, on va voir l'intérêt de chaque moyenne mobile. Par exemple, ici, on a une courbe de Bitcoin, c'est de la crypto, sur le daily, sur le journalier. On voit bien qu'on a trois types de moyennes. Les trois, ils sont sur une période de 200 jours. Donc, on a la moyenne mobile arithmétique, la moyenne mobile exponentielle et la moyenne mobile pondérée. Donc, là, on voit bien que la moyenne mobile pondérée, elle va jouer le rôle d'une résistance. À ce niveau-là, on voit que le prix, une fois qu'elle a touché la moyenne mobile, il a rejeté. Et du coup, là, ça peut être intéressant de travailler avec une moyenne mobile pondérée. Parce que si on voit ici à ce niveau-là,
on voit bien que la moyenne arithmétique et la moyenne exponentielle, elles sont très loin de notre courbe. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une moyenne rapide et une moyenne moins rapide, lente. La moyenne rapide, c'est la moyenne mobile pondérée. La moyenne qui est moins rapide, c'est l'arithmétique. Et entre les deux, on a la moyenne exponentielle. En fait, la moyenne exponentielle, elle vient entre les deux, elle est très bien et ça nous permet de prendre des bonnes décisions souvent. Donc là, on voit bien que la courbe, si elle monte, elle va toucher en premier la moyenne pondérée, après elle va toucher la moyenne exponentielle, après elle va toucher la moyenne arithmétique. Donc à ce niveau-là, la moyenne pondérée, elle est intéressante. Elle joue le rôle d'une résistance et du coup, à ce niveau-là, on peut se positionner en vente. Par contre, là, on voit que la courbe, elle a cassé les trois moyennes. Pour venir ici, résister un peu, faire corriger au niveau de la moyenne arithmétique, donc c'est la plus forte. Elle va venir corriger la courbe au niveau de la moyenne arithmétique. On va encore la casser vers le haut. Et on va venir, donc la moyenne arithmétique, elle va venir supporter le prix à ce niveau-là. Donc, elle va jouer le rôle d'un support. Un rejet vers le haut. Donc ici, on peut se positionner en achat. Rejet vers le haut. Une cassure vers le bas. Et là, en ce moment-là, c'est la moyenne exponentielle. Pardon. La moyenne exponentielle, c'est la moyenne bleue. Non, pardon. Donc, ce que je disais, c'est en fait, c'est la moyenne exponentielle qui est en bleu. Donc, c'est l'exponentielle qui va jouer le rôle d'un support. Et après, là, on va venir la casser. Et à ce niveau-là, la moyenne arithmétique, elle va jouer le rôle d'un support. D'accord? Donc, c'est comme ça comment on va utiliser les moyennes support, résistance, comme des vraies lignes de tendance. Donc, ils vont jouer le rôle d'un support et d'une résistance. Et on va essayer de voir où est-ce qu'on peut acheter et où est-ce qu'on peut vendre en fonction de comment le prix, il va rejeter le niveau. Donc, ici, par exemple, on voit que le prix, il rejette. On va se positionner à ce niveau-là en vente. On voit ici, par exemple, que le prix, il rejette. On va se positionner ici en achat. Alors, là, on voit aussi très bien que la courbe aussi, elle va jouer un rôle d'un support et d'une résistance. Donc, il y a des endroits où ça joue le rôle d'un support et d'une résistance. Et on voit aussi que une fois qu'on casse la moyenne arithmétique, là, elle est sur 50, donc sur 50 semaines, parce que là, on est en weekly, un week. Et une fois qu'on casse la moyenne, en fait, et qu'on casse avec du volume, eh ben, le mouvement, il est important et il est intéressant. Donc là, on a cassé, par exemple, on a cassé avec du volume, on a eu tout ce mouvement-là. Pareil ici, on l'a cassé, on a eu tout ce mouvement-là, etc. Alors, l'autre utilité des moyennes mobiles, c'est qu'on peut utiliser une seule moyenne. Par exemple, on peut utiliser que la moyenne mobile arithmétique. On peut utiliser que la moyenne mobile aussi exponentielle et on peut utiliser que la moyenne mobile pondérée. Mais en fait, l'intérêt, c'est d'utiliser deux périodes différentes. D'utiliser une moyenne mobile sur 50, par exemple, et d'utiliser une moyenne mobile sur 200. Alors, on voit bien que la moyenne mobile sur 50, elle va prendre en considération que les 50 dernières périodes. Donc, elle va suivre au maximum le prix. Elle s'approche au maximum du prix. Donc là, on voit bien que elle s'approche trop du prix de notre graphe, alors que la moyenne mobile 200, vu qu'elle va prendre en considération les 200 derniers jours, elle suit pas parfaitement le prix. Alors, on voit qu'elle est très loin du prix. D'accord? Donc, en fait, on va s'intéresser au niveau de croisement. Donc, comment on va utiliser ça? C'est que une fois qu'on a la moyenne mobile rapide, donc celle qui est sur une plus petite période, donc par exemple ici 50, une fois qu'elle va passer en dessous de la moyenne mobile lente,
celle qui est sur 200, on va s'intéresser à la vente. Ça va nous indiquer qu'il y a un potentiel de baisse du prix. Donc là, on voit qu'il y a une baisse de prix à ce niveau-là. Une fois qu'on a croisé ici à ce niveau, le prix il a chuté. De la même façon, donc ici par exemple, on a résisté sur la moyenne, mobile 200, moyenne mobile arithmétique 200. On a la moyenne mobile 50 en dessous de la moyenne mobile 200. Donc une fois qu'on a traversé ici et qu'on a résisté ici, on peut se positionner directement en vente. On va voir par la suite, tout ça il faut le combiner avec plein de stratégies, plein d'indices, etc. Mais ça nous donne quand même une bonne raison pour se positionner en vente à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, on peut se positionner en vente. Le prix il va chuter, donc il va aller dans notre faveur et on va prendre nos bénéfices. Alors, c'est la même façon. C'est de la même façon ici. Ici, on a cassé vers le haut. On a cassé vers le haut. Les deux moyennes mobiles ils sont croisées. On a la moyenne mobile rapide qui est passée au-dessus de la moyenne mobile lente. Et par exemple là, une fois qu'on est venu rejeter sur la moyenne mobile lente, donc celle de 200 qui va jouer le rôle d'un support, on peut se positionner en achat à ce niveau-là. Donc par exemple, les deux points intéressants qu'on peut choisir, c'est, alors on va les tracer vite fait. Donc je mets une flèche. Ils vont être ce point-là. OK. Et ce point-là. Je vais utiliser deux couleurs différentes, comme ça on voit où est-ce qu'il faut acheter, où est-ce qu'il faut vendre. OK. À ce niveau-là, c'est intéressant d'entrer en vente, et à ce niveau-là, c'est intéressant d'entrer en achat. J'espère que c'est clair. Je pense que la suite, c'est le MACD, ça va être sur une autre vidéo. Mais là, c'est vraiment la base des moyennes mobiles. C'est vraiment facile et simple à comprendre. Il n'y a pas de choses compliquées. Il faut juste comprendre qu'il y a plusieurs moyennes mobiles. Nous, on va s'intéresser à une des moyennes mobiles, pas forcément les trois. Et on va utiliser une des moyennes mobiles. Soit on utilise une seule moyenne sur une seule période. On va s'intéresser au niveau du coup des résistances et des supports. Mais le parfait, c'est d'utiliser deux moyennes mobiles. On va s'intéresser au point de croisement. Quand je dis point de croisement, donc je parle de ces points-là. Je vais mettre en noir. Donc ici. Et pareil. Ici. Donc, quand je parle de point de croisement, on va s'intéresser vraiment au point qui est là et au point qui est là. Et on va s'intéresser au point de résistance, donc à ce point-là, et au point de support, donc à ce point-là. Ici, on va se positionner en vente et ici, on va essayer de se positionner en achat. Donc, si c'est clair, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos, à liker et à laisser un commentaire s'il y a une question ou si vous êtes intéressé par exemple par la formation payante. Merci.